Que ce soit l'Acropole d'Athènes ou le Colisée de Rome, ces deux monuments sont très importants et toujours aujourd'hui très visités par les touristes. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Méditerranée antique et aux empreintes grecques et romaines. Partie 1. Le monde grec en Méditerranée. Le monde grec en Méditerranée, c'est déjà un monde de cités. La Grèce est un pays méditerranéen situé au sud-est de l'Europe. Depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, elle est divisée en plein de petits états indépendants les uns des autres. C'est ce que l'on appelle les cités. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, de nombreux Grecs quittent leurs cités et en fondent de nouvelles sur les rives de la Méditerranée, ainsi qu'autour de la mer Noire. Ils partent notamment parce qu'ils sont trop pauvres, ou en désaccord avec leur gouvernement, ou encore parce qu'ils recherchent l'aventure. La Méditerranée devient ce qu'on appellera un lac grec. Ils fonderont donc ce que l'on appelle des cités grecques, des petits états indépendants qui comprennent une ville principale, mais aussi tout le territoire qui l'entoure. Ces cités grecques possèdent leur propre régime politique ainsi que leurs propres lois. Justement, les cités grecques, elles ont des régimes politiques qui sont variés. Les oligarchies, avec plusieurs personnes au pouvoir, les tyrannies avec un tyran au pouvoir. Alors, c'est totalement différent des tyrannies que l'on peut connaître aujourd'hui. Le tyran prenait des mesures obligatoires, ce pour le bien du peuple. Et enfin, vous avez les démocraties. La démocratie, c'est un régime politique où le pouvoir, il appartient à l'ensemble des citoyens. Toutes ces cités se font souvent la guerre, en général pour agrandir leur territoire. Vers 500 avant Jésus-Christ, les cités les plus puissantes vont être Athènes, Sparte, mais aussi Thèbes. Tous ces Grecs qui font partie de différentes cités, elles ont quand même une unité culturelle et une unité religieuse. Les Grecs, même divisés politiquement, partagent une même culture, que ce soit une même langue, un même alphabet, l'alphabet grec, ainsi qu'une œuvre très importante écrite par Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Les Grecs honorent aussi les mêmes dieux, Zeus, Apollon, Athéna, Poséidon, etc., etc. Ils pratiquent les mêmes rites, que ce soit des sacrifices ou encore des processions, ce à date régulière. Et pareil, à date régulière, toutes les cités se retrouvent dans les grands sanctuaires panhelléniques. Un sanctuaire panhellénique, c'est un sanctuaire de la Grèce dans lequel les Grecs qui vont être issus de différentes cités honorent en commun le ou les dieux, parce qu'il pouvait y avoir plusieurs dieux dans un même sanctuaire. De plus, lors de ces retrouvailles dans les sanctuaires panhelléniques, ils participent aussi à des jeux sportifs ou musicaux, notamment en l'honneur du dieu ou des dieux qui y sont représentés. L'un des plus présents et celui que vous connaissez je pense le plus, c'est les jeux d'Olympie, qui se passent justement à Olympie. Et ces jeux d'Olympie eh bien, ont donné les fameux Jeux Olympiques que l'on accueille à Paris en 2024 bien sûr. Partie 2. Athènes, un empire et une démocratie. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Perses envahissent la Grèce, mais ils vont être repoussés par Athènes et ses alliés lors des guerres qu'on appellera les guerres médiques. Ces guerres ont lieu entre 490 et 479 avant Jésus-Christ. À la suite de ces guerres, Athènes formera avec les cités de la mer Égée une association qu'elle appellera la Ligue de Délos, ce afin de se défendre contre les Perses, et cette association sera dirigée par Athènes. Pourquoi Athènes et pas une autre cité pour diriger Comme je l'ai dit, Athènes est la grande victorieuse des guerres médiques, que ce soit la bataille de Marathon en 490, de Salamine en 480 ou de Platée en 479. Après ces différentes victoires, Athènes jouit d'un prestige incomparable en Grèce, et de nombreuses cités de la mer Égée veulent s'unir à elle en formant cette alliance, la Ligue de Délos, en 478 avant Jésus-Christ. Chaque cité de cette ligue fournira des navires ainsi qu'un financement pour équiper une flotte de guerre capable de résister à une nouvelle invasion perse. Les Athéniens y transportent le trésor de la Ligue, qui était situé justement dans l'île de Délos. Ils le transportent de Délos à Athènes, et ils commencent à en disposer à leur gré, notamment pour construire l'Acropole.
Dans le même temps, Athènes utilise aussi son influence pour obliger les cités alliées à utiliser leur monnaie, leur poids et leurs mesures. Ils vont même installer des garnisons composées de soldats colons, que l'on appellera les clérouques, afin d'empêcher les alliés de quitter la Ligue. Ce, si nécessaire, en faisant la guerre. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes fonde donc un empire tout autour de la mer Égée. Athènes, elle va développer son commerce avec son empire, ce à partir de son propre port, le port du Pirée. Elle vendra des huiles, des céramiques et du vin, et achètera du blé dont elle manque, qui viendra notamment d'Égypte. Comme vous le voyez, beaucoup de choses viennent d'Athènes, et notamment tout ce qui relève de la politique, qu'on a encore utilisé aujourd'hui, la démocratie, ou encore la citoyenneté. À Athènes, les citoyens sont des hommes âgés de plus de 18 ans, et qui sont aussi de parents athéniens qui ont fait leur service militaire, que l'on appelle l'éphébi. Eux seuls peuvent posséder des terres et participer aux décisions politiques. Les femmes n'ont pas le droit de politique et les métèques doivent payer une taxe de résidence. Les métèques, ce sont des étrangers qui sont autorisés à résider sur le territoire de la cité contre justement la taxe que l'on nomme le météoïkon. Les esclaves sont aussi très présents à Athènes, ils sont très nombreux, ils appartiennent en général à des particuliers ou à la cité et ils n'ont aucun droit. En général, une grande partie des esclaves étaient récupérés sur les champs de bataille. Il y avait très peu de morts, entre guillemets, lors des guerres. On préférait capturer un soldat parce qu'un soldat vivant vaut beaucoup plus qu'un soldat mort. Donc je le répète, mais les citoyens étaient seulement des hommes âgés de plus de 18 ans et qui avaient les deux parents athéniens. Au 5e siècle, ils étaient obligés d'effectuer l'éphébi. L'éphébi, c'est tout simplement leur service militaire. Entre leurs 18 et leurs 20 ans, ils partaient pour effectuer ce service militaire car tout citoyen était aussi un soldat. C'était des citoyens soldats, ils devaient pouvoir défendre Athènes contre les attaques des envahisseurs. Cependant, les citoyens avaient aussi des droits en plus de ces devoirs. Il avait le droit de pouvoir participer au gouvernement de son pays et avait le droit aussi de voter. Mais comprenez bien qu'en ce qui concerne la politique, les métèques, les esclaves et les femmes étaient totalement exclus de cette dernière. Et vu que tous les citoyens n'étaient pas riches, ceux qui pouvaient se rendre tous les jours à l'Ecclésia, à la Boulée, dans les différentes institutions pour voter, pour parler, pour faire la politique d'Athènes, ils n'étaient pas si nombreux que ça. L'Assemblée des citoyens, elle se rassemble donc à l'Ecclésia, elle se réunit plusieurs fois par mois sur la colline du Pnyx afin de voter les lois. Tous les ans, elle élit ou tire au sort des magistrats qui vont gouverner la cité, ainsi que des juges qui sont les juges de l'Héliée. Et en même temps, vous avez aussi les membres de la Boulée qui vont siéger au Bouleuterion. Donc un pouvoir législatif où on va faire les lois dans la Boulée, un pouvoir exécutif où on fait appliquer les lois avec l'Ecclésia, et un pouvoir judiciaire avec l'Héliée. Et on retrouve les trois grands pouvoirs qu'on a encore aujourd'hui, notamment en France. A noter que vous avez un élément qui s'appelle l'ostracisme, qui est le fait de bannir de la cité ceux qui risquent de mettre en danger la démocratie. Toute cette démocratie a été renforcée par Périclès, un personnage très important qui a été élu plus de 30 fois stratège entre 461 et 429 avant Jésus-Christ. Il va faire donner une somme d'argent, le mistos, aux citoyens qui vont être magistrats ou juges, ce afin de permettre aux plus pauvres de participer à la vie politique. Il leur donne aussi du travail en faisant reconstruire les temples, il leur offre l'entrée gratuite au théâtre, distribue des terres dans l'Empire, ainsi le régime démocratique va être très apprécié et très renforcé grâce aux ressources de l'Empire. C'est avec la réforme de Périclès que, pour être citoyen athénien, il faudra être né d'un père citoyen et d'une mère fille de citoyen. Avant d'entamer la petite troisième et dernière partie de cette vidéo, parce que oui, cette vidéo sera en 2 épisodes, sinon ça va être vraiment trop long, et je préfère subdiviser, même pour moi, pour le montage, ce sera plus simple. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à me dire si vous avez des questions en commentaire. Partie 3, des richesses pour toujours. À Athènes, Périclès fait reconstruire les temples de l'Acropole qui ont été incendiés par les Perses, notamment lors des guerres médiques. Le Parthénon, qui est réalisé par Callicratès et Ictinios, appartient à ce que l'on appelle l'ordre dorique. À l'intérieur de ce dernier, vous avez une fresque très importante qui représente la fresque des Panathénées, qui mesure près de 160 mètres. Elle est réalisée par Phidias et elle représente la procession qui avait lieu tous les 4 ans vers l'Acropole. Un autre temple très important est le temple d'Athéna Niké, Athéna la victorieuse, qui appartient lui aussi à l'ordre ionique. Alors, chaque cité a lissé ses temples qui vont laisser des traces et des vestiges sur les bords de la Méditerranée. Les Grecs ornent les temples et les déplacent de nombreuses sculptures. Ce sont des dieux, des héros ou encore de simples mortels. Mais il s'agit surtout de représenter le corps humain dans sa nudité ou couvert d'un léger drapé. Les Grecs ont aussi inventé le théâtre en l'honneur du dieu Dionysos. Au 5e siècle, à Athènes, les représentations théâtrales ont lieu lors des fêtes qui lui sont consacrées, les Dionysies. On joue des tragédies ou encore des comédies.
Les grands auteurs de théâtre sont athéniens, on peut citer Échille, Sophocle, Euripide, notamment pour les tragédies, ou Aristophane pour les comédies. Les Grecs sont aussi à l'origine d'une pensée plus rationnelle, que ce soit celle des civilisations qui les précèdent. Vous avez les philosophes qui vont essayer de comprendre l'homme et le monde. Si on doit retenir quelques philosophes, il y a bien sûr Socrate et Platon qui ont vécu au 5e siècle, ou encore Aristote qui a vécu au siècle suivant. Petite parenthèse sur Socrate, il a laissé aucune trace écrite de son enseignement, et ce seront tous ses disciples en fait, qui vont, notamment Platon, qui vont écrire des bouquins et qui vont nous transmettre ses enseignements. Les Grecs vont aussi inventer les mathématiques, en particulier la géométrie, avec des personnages comme Pythagore ou encore Euclide, qui ont donné 2 théorèmes. En médecine, Hippocrate est le premier à affirmer que toutes les maladies sont naturelles et que les dieux n'en sont pas responsables. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les médecins font le serment d'Hippocrate lorsque justement ils prennent leurs fonctions. Enfin, j'en ai parlé plus tôt, mais un dernier personnage très important, c'est Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire. Mais dans ses récits, les détails légendaires ou merveilleux tiennent encore une grande place. Un autre historien, qui sera vraiment le premier historien scientifique, ce sera Thucydide. Lui va rechercher la vérité historique en croisant les informations et en recherchant des témoignages. Voilà, on arrive sur la fin de cette première partie des empreintes grecques et romaines tout autour de la Méditerranée. Je le fais en 2 fois, parce que ça fait 10 minutes de vidéo à chaque fois, donc je préfère le couper en 2. J'espère que cette première partie, en tout cas, vous a plu. Je vous mettrai le lien pour la deuxième partie dès qu'elle sera sortie. Et elle est sûrement déjà sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller check. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour les aventures. C'était Melicus, prenez soin de vous. Ciao.